Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission Érable en bref, émission d'actualité locale et régionale. Ici, Lydia Jacques. Eh bien, cette semaine, la TVCE vous propose un bulletin d'information. Il sera question, entre autres, des élections municipales dans la MRC de l'Érable. Le constat, aucune femme n'occupera le poste de maire durant les 4 prochaines années, puisque aucune candidate ne s'est présentée. Et la majorité des candidats qui ont convoité la mairie ont été élus sans opposition. Et on parlera aussi d'une mobilisation initiée par le monde communautaire pour une meilleure reconnaissance de la part de notre gouvernement. Aussi, 2 entrevues compléteront cette émission. La première sera consacrée à l'organisme HTAPQ qui a battu tous les records de financement jusqu'à maintenant grâce, entre autres, à sa fameuse vente de livres sous le chapiteau. La seconde entrevue sera une belle rencontre avec Raphaël Tessier, qui est le nouveau directeur général de la MRC de l'Érable. Votre bulletin commence maintenant. Eh bien, le paysage électoral municipal commence à changer de couleur comme l'automne depuis le 1er octobre dernier, 16h30, puisque la période où les personnes voulaient se porter candidat est maintenant terminée. Nous connaissons les maires et conseillers qui ont été élus sans opposition. Les détails sont disponibles sur le site Élections Québec. Sur 11 municipalités, en tout cas pour la MRC de l'Érable, 8 maires ont été élus sans opposition, ce qui veut dire qu'il ne reste que 3 municipalités, paroisses ou villes en élection. Il s'agit de Plessisville, Plessisville-Paroisse et Saint-Ferdinand. Luc Dastou, Pierre Fortier et Yannick Lapierre sont les candidats en élection pour Plessisville. Les électeurs devront choisir leur maire pour Plessisville-Paroisse entre Jean-François Labbé et Isabelle Labranche. Et enfin, du côté de Saint-Ferdinand, Mario Gosselin fera face à Yves Charlebois. La TVCE tenait à féliciter les maires élus sans opposition. Commençons par Jocelyn Bédard de Notre-Dame-de-Lourdes, Yves Boissonneau de Lister, Éric Chartier de Villeroy, Christian Daigle, élu pour Sainte-Sophie d'Halifax, Gilles Fortier, élu maire sans opposition pour Princeville, Saint-Pierre-Baptiste retrouve son maire, soit Donald Lamontagne, l'ancien conseiller d'Inverness, Gervais Pellerin, devient maire, et enfin Marc Simoneau de Laurierville a remporté donc ces élections. Il ne manque que 3 maires élus pour compléter le nouveau conseil de la MRC de l'Érable. À suivre, un rappel pour le vote par anticipation les 30 et 31 octobre prochains et bien entendu le 7 novembre prochain, dernière journée pour aller voter. Soulignons que mardi, le 26 octobre, la TVCE présentera une émission Élections municipales en présentant les 3 candidats pour la ville de Plessisville. C'est donc à suivre. Les groupes communautaires du Québec et ceux du centre du Québec également se mobilisent pour une grande marche du côté de Trois-Rivières qui aura lieu le 25 octobre prochain. La marche de 1,5 km passera au bureau du député Jean Boulet. Le but est de mobiliser la population qui croit fortement à l'existence des organismes communautaires. Les organismes communautaires du Québec et aussi du centre du Québec veulent mettre de la pression sur le gouvernement pour lui lancer ce message. La marche est là pour démontrer l'importance du travail réalisé par le communautaire. Les organismes réclament des rehaussements adéquats pour combler les besoins financiers afin d'offrir des services aux gens qui en ont réellement besoin. L'organisation évalue les possibilités d'un transport par autobus pour des régions plus éloignées de Trois-Rivières. Il suffit de remplir le formulaire d'inscription. Aussi, lors de la journée, on préconise le noir pour les tenues vestimentaires, de placer un cœur rouge sur votre poitrine et un couvre-visage vous sera fourni sur les lieux. Le regroupement maintenant des Maisons des Jeunes présente la 24e édition de la Semaine des Maisons des Jeunes jusqu'au 17 octobre. Une belle occasion de connaître le vrai visage de nos ados. Le porte-parole de cette année, c'est l'animateur Pascal Morissette. D'ailleurs, celui-ci vous invite à l'événement en direct samedi le 16 octobre à 18h sur la page Facebook du RMJQ. Les Maisons des Jeunes des régions en profiteront pour présenter plusieurs activités. Pour tout le Québec, on parle de plus de 200 activités. Soulignons enfin que le thème de cette année est « Ah, les jeunes sont tellement... » Et voilà, ceci termine notre bulletin d'actualité. Alors poursuivons maintenant avec nos 2 entrevues. Nous avions hâte enfin de vous en parler, autant de ce livre
de l'HTAPQ. Autant d'entendre parler nul autre que Dolores Carrier. Oui, l'entrevue pourrait durer 2 jours de temps, mais on a décidé de parler pendant les 10 prochaines minutes. Alors, Dolores Carrier, bonjour. Bonjour. Grande bénévole de l'HTAPQ, c'est bravo, félicitations. Merci beaucoup. J'ai beaucoup cette association-là, je l'ai à cœur, puis même si je fais pas partie du conseil d'administration depuis le mois de mai, je vais toujours continuer de les appuyer. Oui. Et comment vous vous êtes comme rallié à cette cause-là, Dolores? C'était en 2006, fin 2006, Denis Cormier, dont la fille était atteinte de cette maladie-là, c'est Isabelle Cormier. Explique un peu la maladie pour les gens aussi. La maladie, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est une très grave maladie, très rare aussi, qui amène les artères vers le poumon rapetissent, mettons. En général, c'est idiopathique. C'est une détérioration, mais ça va toujours en s'aggravant. Puis à l'époque, en 2006-2007, il n'y avait pas beaucoup de médicaments comme il y en a aujourd'hui. Mais en tout cas, Denis voulait partir de la fondation. Alors, il y avait 2 autres personnes, là, Jacques Gariepi et Pauline Danjou. À l'époque, ils ont fait la demande pour avoir les lettres patentes. Puis en début 2007, on a eu notre première réunion du conseil d'administration. Et puis là, Denis m'avait demandé de faire partie du conseil d'administration. Alors, j'ai été administratrice pendant plusieurs années. À un moment donné, je suis devenue vice-présidente. Et puis, pendant les 2-3 dernières années, là, j'ai agi comme présidente. Mais là, j'ai laissé, après 15 ans, je trouvais que c'était le temps de laisser la chance à d'autres de participer à ça. Mais je me suis dit que j'allais toujours continuer d'appuyer le conseil d'administration de la Fondation. Oui. Et vous avez sûrement connu Dolores, c'est elle qui cognait à votre porte. Hein, j'ai des fromages à vendre! Que ce soit à la radio ou à la télé. En tout cas, vous avez été très, très présente quand il est question de campagne de financement. Oui, absolument. D'ailleurs, la plus récente qui vient de se terminer, c'était quelle date? Les dates, là? La date de notre grande vente de livres, c'était en fin de semaine. Cette année, c'était sur 3 jours. Et ça a été un succès phénoménal. Jamais on se serait attendu à un tel résultat. On est plus que content. On n'a pas de mots pour le dire. Vous avez jamais atteint ce montant-là? On n'a jamais atteint notre montant, là. Je viens juste d'avoir la confirmation, là. 18 169,75 $. Vente de livres sur 3 jours, ça a été extraordinaire. On va leur dire merci. Ah, merci. On pourrait remercier les gens qui nous ont aidés tout de suite. D'abord, on a Primewood qui assume le paiement du chapiteau, la location du chapiteau. On a la jardinerie Fortier avec Jonathan Fortier. Ils nous prêtent le terrain au kiosque de leur jardinerie à Plessisville. Alors ça, c'est extraordinaire aussi. Il y a Orapé qui nous a fait le prêt de plexiglas, de gel pour les mains, de produits pour désinfecter, qui viennent chercher les livres en surplus, etc. Une excellente collaboration. Puis la ville de Plessisville qui nous ont beaucoup aidés aussi avec toutes les publicités qu'ils font dans les infolettres, qui nous ont, les organismes, on peut faire imprimer des circulaires qu'on a distribués partout, parce que les bénévoles ont distribué 2500 dépliants à travers la ville. C'est sans compter tout ce qu'on a mis sur Facebook, ce que la ville a publié, ce que le journal a publié. Ça fait que on a fait une grande publicité, mais ça a rapporté des résultats. Là, vendredi matin, on ouvrait à 9h. À 8h15, il y a des gens qui étaient arrivés. On a eu tout l'avant-midi une file d'attente qui faisait le coin de rue de la rue Tardy et de la rue Dionne. On était obligé de faire attendre les gens, mais tout le monde était de bonne humeur. Ça s'est très, très bien passé. C'était extraordinaire. Oui. Habituellement, c'est combien qu'on ramasse, là, une moyenne chaque année? Notre meilleure année, là, en 2019, ça avait été 6800 net. Mais là, cette fois-ci, c'est 18 000. Parce que aussi, c'est anonyme, mais il y a un couple de personnes généreuses qui paient notre
gardien de nuit. C'est qu'on commençait notre vente, on n'avait aucune dépense. Fait qu'on a vendu à des livres à 4 $ à peu près, en moyenne. Faut en vendre. Faut en vendre pour faire 18 000, mais les gens partent avec des caisses de livres, là. Mais c'est ça, c'est l'impact. Moi, à quelque part, je me dis, est-ce que à cause de la COVID, là, on a vraiment une preuve que les gens se sont remis à la lecture? Ah, ben oui, c'est clair. Oui. Puis on avait une qualité de livre exceptionnelle parce que cette année, on avait vraiment, puis ça faisait 2 ans qu'on en accumulait parce qu'en 2020, on n'a pas fait de vente. Alors, on avait des livres neufs. La grande majorité de nos livres, c'était des livres neufs qui nous ont... De maisons d'édition. De maisons qui nous viennent de chez Hachette parce qu'il y a un membre du conseil d'administration qui travaillait chez Hachette avant. Alors, ça augmentait la qualité des livres qu'on avait à offrir. On avait des séries. Puis on en avait de différents sujets, autant en histoire, en santé, que des romans, que des biographies. Alors, des gens qui passaient une demi-journée pratiquement là, dans notre chapiteau. Beau. Il a annoncé de la pluie samedi. Il a fait beau. Il y a eu un petit peu de pluie le matin à peine, puis il a fait beau tout le reste du temps. Donc, on a été vraiment chanceux. Ça a été une fin de semaine extraordinaire. Oui. Puis, on pourrait pas faire ça sans nos bénévoles. Jeudi, nous avions 25 bénévoles qui sont venus collaborer pour nous aider à placer les livres dans le chapiteau. Puis hier, à 4 heures, c'était comme des fourmis. J'ai pas eu le temps de compter combien de personnes, mais je pense qu'on était autant pour procéder au démontage, replacer les livres dans les caisses pour les conserver pour la vente suivante. Ouais, là, je tiens absolument à donner du temps aussi à votre bébé. Ah oui. Vous avez écrit là, dans ça, là, vous. Là, oui. Vous êtes auteur maintenant. Mais oui, on appelle ça directrice de projet. OK. Alors, auteur de la région. Alors, le livre, c'est Vivre avec l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est un peu un legs que je laisse, dans le fond, à la Fondation, parce que ça m'a amené à connaître beaucoup de personnes atteintes. Puis, je suis très attachée à elles. J'ai beaucoup de bons contacts avec elles. Puis, quand ils nous racontent leurs histoires, c'est tellement touchant. Je me disais... Il faut garder ça quelque part, il faut laisser une trace. Ça, c'est vraiment le vécu de personnes. J'ai 35 là-dedans, j'ai 35 témoignages de personnes atteintes de proches aidants ou de greffés qui racontent leur parcours avec l'hypertension artérielle pulmonaire. Puis en même temps, dans la première partie, c'est un peu l'historique de la Fondation, comment ça a commencé, comment ça s'est développé. Et le siège social, on va le dire, est à Plessis-Ville. Ben oui, ça a été fondé à Plessis-Ville, puis le siège social est toujours à Plessis-Ville. Et puis là-dedans, on explique également qu'est-ce que la Fondation fait auprès des personnes atteintes, parce que les gens nous entendent toujours parler, on vend du fromage, on vend ci, on vend ça. Parle-moi des bébés miracles. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça comme exemple. C'est un exemple. Bon, un exemple de témoignage, là, j'en parlais, c'est une jeune femme de Trois-Rivières. Elle avait eu un premier enfant, puis quand elle est devenue enceinte de son deuxième enfant, elle s'est mise à avoir des symptômes graves d'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, elle a été transférée à l'hôpital juif de Montréal parce que c'est soigné à Québec, à l'UCPQ ou à l'hôpital juif. Elle, ça a été à l'hôpital juif. Et puis, sa condition était tellement avancée qu'ils ont dû procéder à un avortement. Et puis, en même temps, ils ont découvert qu'elle avait une malformation congénitale. Alors, elle a eu l'avortement, elle a été opérée, puis cette fille-là est impressionnante là, parce que excusez mon elle a été, elle a continué son cours d'infirmière là, même après son opération là, elle a continué à faire son cours. Puis là, après, suite à l'opération, son hypertension a diminué. Et puis, à un moment donné, son médecin lui a donné la permission de redevenir enceinte. Alors, elle a eu son petit bébé miracle, son deuxième enfant récemment. Et elle travaille, ça doit faire 1 an, là, peut-être un peu plus. Puis, elle travaille comme infirmière maintenant. Puis, elle continue de faire des cours à l'université. Fait que c'est une histoire extraordinaire. C'est merveilleux. Il y a des greffés là-dedans aussi. Là, on a une greffée qui est de Laurierville ici, Madame Christiane Bilodeau. Ça fait 34 ans qu'elle a été greffée cœur-poumon. Alors, ça donne en même temps plein d'espoir. L'espérance de vie. Oui, plein d'espoir aux gens. Puis, il y a 3 greffés qui racontent leur parcours là-dedans.
Il y a des couples aussi, là. Qu'est-ce que ça fait au conjoint quand t'apprends que ta femme ou ton mari ou ton conjoint est atteint d'hypertension pulmonaire? Comment tu vis ça? Tu sais, un monsieur qui dit, moi, je me cachais pour pleurer dans mon garage. L'autre monsieur qui dit, moi, j'ai arrêté de travailler parce que je veux pas laisser quelqu'un d'autre prendre soin de ma femme, je veux en prendre soin moi-même. Malheureusement, on doit conclure, Dolores, mais j'aimerais ça qu'on dise aux gens où on peut lire tous ces beaux témoignages. Vous pouvez communiquer avec moi pour acheter le livre. Il est en vente sur notre site web. Évidemment, s'il y a des frais de poste, ça va être 30 $. Sinon, ce sera 25 $. Mais vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes de Plessisville là, ou des environs. On s'arrange pour que j'aille vous le porter ou vous passer le prendre. Alors, je peux donner mon numéro de téléphone. C'est le 819-362-6236. Merci. Alors, c'était notre grande bénévole, Madame Dolores Carrier, maintenant auteure de la région. Ce livre est disponible aussi aux éditions Dame Plume. Entrevue du côté de l'émission Érable en bref. Alors, vous savez que dernièrement, eh bien, nous avons, en tout cas du côté de la MRC de l'Érable, un tout nouveau directeur pour notre MRC. Et nous allons le rencontrer aujourd'hui, nous allons apprendre à le découvrir. Oui, nous allons connaître peut-être plusieurs idées, ses réflexions, son plan d'action également. Et si on va plus loin, on aura le temps de parler aussi du développement pour notre MRC. Alors le voici, il s'agit de Raphaël Tessier, que vous connaissez sûrement parce que il a habité quand même autour de la MRC, il a travaillé en tout cas dans le coin depuis plusieurs années. Vous allez sûrement le reconnaître en visuel. Alors Raphaël Tessier, bonjour. Bonjour Lydia. Quand je dis que les gens vous connaissent, là, on va parler un peu de vous, là, parce qu'au travail, moi je trouve que pour devenir directeur de la MRC, il me semble que la vie vous a comme choyé dans les portes ouvertes, dans le sens que vous n'avez que 36 ans, c'est ça? Exactement. Et vous êtes maintenant directeur de la MRC de l'Érable. Depuis peu, oui. Est-ce que c'est une première si on regarde du côté de l'âge? Oh, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Je crois que non. Au Québec, il y a quand même des jeunes directeurs généraux, que ce soit dans les municipalités locales et aussi au niveau des MRC au Québec. Donc, en fait, non, je pense pas que c'est une première. Mais effectivement, je me considère jeune. Oui, hein? Famille également. On va parler un petit peu de vous, là. Puis en même temps, ça va nous amener à parler des différents métiers que vous avez occupés. Alors, avec plaisir. Je vous écoute, l'aspect personnel et professionnel. Oui, avec plaisir. En fait, moi, il faut savoir, je suis originaire de Québec. J'ai démarré là jusqu'à environ la mi-vingtaine. Puis, j'ai été élevé à Québec. J'ai aussi fait mes études à l'Université à Québec. Ce qui m'a amené à découvrir en fait mes passions pendant les études à l'université. Je me suis quand même beaucoup cherché, je te dirais. J'ai commencé d'ailleurs dans un domaine complètement différent qui était en littérature et rédaction professionnelle à l'université. Mais c'est dans mes cours à option que j'ai découvert que j'avais une passion pour la gestion des ressources humaines, puis aussi le marketing et tout ça. Donc finalement, c'est là que j'ai découvert que j'étais peut-être pas tout à fait dans le bon domaine. Et ce qui m'a amené justement vers des études en gestion. Donc, j'ai fait un bac multidisciplinaire en sciences de la consommation ainsi qu'en gestion des ressources humaines à l'université. Donc, c'est là que j'ai découvert un intérêt pour le domaine qui m'a amené vers mon premier emploi au gouvernement à la Régie des rentes, où j'ai été agent de bureau et par la suite, j'ai été embauché au ministère du développement économique comme conseiller. Donc ça, c'est le parcours... Avec les études, oui, effectivement. Parfait. Et vous avez eu le temps, c'est certain, d'avoir des premiers emplois. Donc, à part le gouvernement, etc., là, oui. pour nous amener à la MRC. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'était un peu ma tranche de vie Québec. Oui. C'est là qu'en fait, est entré un peu un nouvel aspect où moi et ma conjointe, à l'époque, on voulait explorer autre chose. On était prêts pour un nouveau défi. Puis, on savait qu'en région, il y avait des opportunités intéressantes. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on a fait un choix. On a choisi d'abord la région du centre du Québec pour venir s'établir, puis ensuite le travail, comme on dit. Et c'est là que je dirais, quand tu parlais tantôt un peu de chance d'avoir une porte ouverte, je dirais c'est ça que ma première opportunité concrète était à la MRC de l'Érable, justement. On parle de ça, là, 8 ans environ. Janvier 2012-2013, là, si je ne me trompe pas, à une année près. Et en fait, j'avais été embauché comme directeur opération et communication. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'on s'est rencontrés aussi les premières fois.
Donc, c'est un peu ce qui m'avait amené à l'époque à la MRC de l'érable. Oui, comme on dit, je vous ai fait faire votre première entrevue radio et là, c'est votre première entrevue TV, c'est ça? Effectivement, c'est une reprise. C'est vraiment un vrai retour complet, comme on dit. Oui. Donc, c'est ça. Et pour la suite, bien, comme vous le savez, j'ai été quand même 7 ans dans l'érable avant d'accepter un défi dans une autre MRC comme directeur général à la MRC du Val-Saint-François qui est située en Estrie. Donc, au niveau de la direction... Générale, effectivement. Voilà. Donc, j'ai travaillé 1 an et demi là, en Estrie avant de finalement revenir. Donc, la direction générale, pour une MRC, vous avez une expertise. Tout à fait. Bien, en fait, mes 7 années à la MRC de l'érable m'ont permis, dans le poste de directeur opération et communication, m'ont permis d'avoir vraiment une vision élargie. C'est un poste qui permettait de voir l'ensemble des dossiers sur le territoire, d'être en relation avec les municipalités, avec les partenaires, tout ça. Donc, ça a vraiment permis de bien comprendre l'engrenage, le fonctionnement de la MRC, tout ça. Et par la suite, bien évidemment, la direction générale d'une autre MRC, ça se ressemble quand même, les défis sont relativement similaires, mais chaque MRC a ses propres enjeux, évidemment, mais je suis, comme on dit, en terrain connu. Oui, et même la manière, la méthode de fonctionnement, dans le sens que vous semblez vouloir travailler aussi en équipe. Est-ce que je me trompe? Bien, vous avez bien raison. En fait, tu as bien raison, Lydia, oui. Je peux tutoyer. Ah, OK, allons-y avec le dessus, on se connaît. En fait, oui, le travail d'une MRC, c'est constamment de travailler en équipe. Il n'y a rien qui se fait seul en silo dans un travail d'équipe. Donc, au niveau de la MRC, c'est autant, oui, évidemment, à l'interne avec le personnel, avec les différents comités qui sont en place aussi, on travaille en équipe. Puis évidemment, avec les municipalités locales, les élus, et tout ça, les élus, finalement, chapeautent la gouvernance de la MRC via le conseil des maires. Donc, on travaille constamment en équipe. Oui. Donc, il y a le conseil puis il y a le personnel. Donc, effectivement, et les partenaires aussi. On travaille en concertation avec différents groupes d'intérêt. Bon. Là, vous allez travailler quoi? Là, c'est là qu'on va parler de vos priorités. Vous allez faire des réflexions sur quoi exactement? Puis, vous avez quoi? 5 dossiers prioritaires? Oui, effectivement. Bien, c'est certain quand on arrive à la direction d'une MRC ou de toute organisation, on se doit d'établir les priorités de travail pour les semaines, les mois, les années à venir. Les 5 priorités plus urgentes, en fait, qui ont été identifiées, évidemment, on a présentement un gros projet de relocalisation du centre administratif à Plessisville, donc un dossier quand même sur lequel on travaille beaucoup, qui va demander quand même beaucoup de réflexion puis de travail. Par la suite, aussi, on va avoir la mise en place du réseau Accès Entreprises Québec. Ça, c'est une nouveauté dans les MRC. Bien oui, j'allais demander un peu d'expliquer. Oui, c'est dans l'ensemble des MRC au Québec où les MRC vont devoir être comme on dit, la porte d'entrée des entrepreneurs qui veulent partir une compagnie, tout ça. Puis on a déjà les services de développement économique, les défunts CLD là, qui sont dans les MRC toujours, mais qui vont dorénavant avoir davantage d'outils, de ressources pour répondre aux besoins des entreprises. Donc ça, il va falloir mettre en place ce nouveau service-là au niveau de la MRC de l'érable. Puis ça va venir dans les prochains mois, là, ça va nous occuper pas mal. Puis l'objectif, c'est de faire venir plusieurs entreprises chez nous aussi. Effectivement, c'est de mieux répondre aux besoins des entreprises, de les outiller, puis de les guider vers les bons services, des différents paliers, les subventions qui sont disponibles. Bon, d'autres priorités? Oui, évidemment, on a aussi le Fonds Région et Ruralité, qui est un outil de développement pour les MRC. On a une nouveauté là-dedans que les MRC doivent s'occuper, c'est le Fonds Signature des MRC. Dans le cadre de ce fonds-là, on va devoir développer une identité visuelle du territoire, pas juste visuelle, pardon, mais une identité propre au territoire de l'érable. Il y a déjà un fil conducteur de réfléchi, il y a un comité mis en place et ça va se travailler en collaboration avec les équipements supralocaux. Donc, on parle le Parc régional des Grandes Coulées, le Mont Apic, le Parc linéaire des Bois-Francs et également le Centre aquatique de l'érable. OK, c'est ce qu'on entend par le relief. Des équipements supralocaux. C'est les équipements régionaux là, de loisirs, notamment. OK, parfait. Alors ça, on appelle ça le Fonds Région et Ruralité. Effectivement. Parfait. Ça va demander quand même du travail. Oui, il y a des beaux fonds là-dedans. Oui, puis peut-être OK, aller chercher là, pour qu'on puisse développer. Bien, les sous sont sur la table. C'est ce qui est particulier de ce projet-là. Il faut définir un projet qui va cadrer avec les orientations du gouvernement. OK. Donc, vu qu'on est dans les médias, vous n'allez pas tout nous dire, c'est ça? Effectivement, c'est en progression. Donc, en temps et lieu, il va y avoir des annonces de fait. Ah, alors, je vous l'avais dit qu'il y avait quand même de l'expertise, Raphaël Tessier. Alors, là, j'ai cru lire dans le communiqué une réorganisation aussi de la MRC. Je sais que les entreprises le font. Alors, pourquoi pas pour les MRC, surtout quand arrive un nouveau directeur général, c'est ça? Oui, bien en fait, je crois que ça se fait d'emblée. Par réorganisation, je ne voudrais pas faire peur. C'est pas de chambouler tout ce qui se fait déjà de quand même très bien. Oui. L'idée, c'est simplement d'ajuster administrativement l'organisation. On ne parle rien d'extraordinaire ou de majeur. L'idée, c'est que l'organisation soit
à l'image, en fait, de l'équipe administrative en place, s'assurer que ça répond bien aux priorités. Ça se fait toujours, ça, naturellement, là, quand on arrive en fonction dans un poste comme ça. Des petits ajustements administratifs peuvent se faire à l'interne. Oui, puis on a parlé de quelques départements qui seront touchés, là. Effectivement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Oui, bien, on a des processus en cours, là, au niveau de certaines directions de services. Des départements n'ont pas de direction de service actuellement. Donc, il y a déjà un rapport de déposer. Donc, il va y avoir de l'analyse à faire là-dessus, là, pour ajuster la structure à ces départements-là. Oui. Et là, vous savez qu'on est en période électorale. Hein? Oui, alors on en a parlé. Ça veut dire que la MRC, le Conseil des maires, tout ça, ça va changer, là. Oui, on s'attend à ce qu'il y ait une bonne proportion du Conseil des maires de la MRC qui change. Évidemment, c'est les maires au niveau des municipalités locales qui peuvent être appelés à échanger. On a déjà des résultats d'élections qui sont sortis. Il va en avoir d'autres en novembre, donc ça se fait en 2 phases. Donc, ça va jouer autour de la composition, autour de la table des membres du Conseil des maires de la MRC. Comme on dit, ceux qui c'est déjà connu, c'est qui n'ont pas eu d'opposition. Exactement. Évidemment. Exactement. Alors, dans ce cas-là, avec un nouveau CA, finalement, pour notre Conseil des maires, vous allez jaser de quoi, là? Bon, moi, je donnais comme exemple rareté de la main-d'œuvre, probablement, mais il y a sûrement d'autres sujets. Oui, on va assez vite rentrer dans les sujets qui sont les enjeux du territoire. Ils vont devoir être mis au courant rapidement. Je ne veux pas passer sous silence le fait qu'il faut quand même les accueillir, les nouveaux joueurs qui vont arriver à la MRC. Donc, prendre le temps de bien leur expliquer, en fait, l'organisation, le rôle d'une MRC, tout ça. Donc, il faut les laisser s'approprier. Mais évidemment, rapidement, on va s'asseoir fin d'année, début d'année 2022 pour discuter des enjeux et commencer à les inscrire dans une éventuelle planification du territoire pour en tenir compte des enjeux qui sont identifiés. Voilà. Donc, finalement, pour vous, au niveau de la MRC, on s'en va vers l'avenir. Ça va vers l'avenir, effectivement. Bon. Fait que l'avenir, ça veut dire réflexion? Des réflexions stratégiques. Des enjeux sont déjà identifiés là-dedans, mais il y en a peut-être des enjeux qui vont devoir se définir en groupe, des priorités à définir, décider lesquelles on travaille de front, lesquelles on priorise et tout ça, et les moyens qu'on va se doter pour mener à terme ces actions-là. Voilà, donc le mot action est quand même important. Oui. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'avenir, puis il y a beaucoup de travail aussi à faire. Oh oui, il ne manque pas d'ouvrage, vraiment pas. Donc, en guise de conclusion, comment vous allez vous en sortir, tiens? Parce que ça fait beaucoup de monde à gérer aussi, hein? Oui, effectivement. Bien, en fait, c'est une responsabilité qui est partagée. C'est pas juste le directeur général de la MRC qui est l'élément de réussite là-dedans. En fait, on travaille en concertation, comme je vous disais en début d'entrevue. Donc, c'est vraiment là que on donne une chance à chacun de s'exprimer, de bien écouter, puis de prendre des décisions autour de la table des maires ensuite pour prioriser. Donc, vraiment travailler en équipe en mode écoute, prendre le temps d'écouter avant de passer à l'action. Bien, merci beaucoup, Raphaël Tessier. C'est déjà tout le temps qu'on a. C'est moi qui te remercie. Au plaisir, Lydia. Et voilà, cela complète donc notre entrevue avec M. Raphaël Tessier, le nouveau directeur général de la MRC de l'érable. Érable en bref se termine ainsi. Là-dessus, passez une bonne semaine et si vous voulez revoir nos émissions, elles sont disponibles sur notre site web tvc.org.